Allez, reprenons le fil de cet épisode. Nous en étions au moment où Jackie X était manifestement en désaccord avec le départ type Le Mans et il se prépare à faire quelque chose de spectaculaire pour montrer cette réprobation. Et on peut le comprendre, parce que sans vouloir faire une liste exhaustive, le sport automobile a malgré tout perdu en 2 ans énormément de ses champions. Souvenons-nous en effet que Robbie Weber est mort lors des essais d'avril en 1967 sur ce circuit du Mans. Quelques semaines plus tard, Lorenzo Bandini ratait la chicane à Monaco et périssait dans les flammes de sa Ferrari F1. Le 7 avril 1968, le monde du sport automobile était dramatiquement secoué par la mort de Jim Clark à Hockenheim sur sa Lotus F2. Pour resituer le contexte, pour les plus jeunes d'entre vous, la mort de Jim Clark, elle est perçue comme l'a été la mort d'Ayrton Senna en mai 1994. Au mois de juillet 1968, c'est au tour de Joe Schlesser de périr dans les flammes de sa Honda F1 à Rouen. Et Jackie X ne peut bien évidemment qu'avoir en mémoire le dramatique accident de Willie Maires, survenu 1 an plus tôt lors du départ des 24 heures du Mans. Clairement, le fait qu'il n'ait pas sanglé sa ceinture est en cause dans les conséquences de son accident. Et à tout cela s'ajoute évidemment ce dont j'ai déjà parlé, le décès de Lucien Bianchi en avril 1969, quelques semaines avant les 24 heures. Bref, le contexte est lourd, Jackie X est opposé à ce départ type Le Mans et il va le faire savoir. Alors que tous ses concurrents s'élancent en courant pour rejoindre leur voiture, Jackie X, lui, il marche. Bon, au milieu de sa traversée de la piste, il est obligé de forcer un peu le pas parce qu'il sent bien que les autres vont démarrer. Il ne s'agirait pas d'être encore en train de flâner au milieu de la piste à ce moment-là. Mais une fois arrivé à bord de sa Ford, il prend le temps de bien sangler ses harnais avant de s'élancer. À ce moment précis, cela fait déjà bien longtemps que Stomlen et Elford, eux, ont démarré en trombe à bord de leur 917. Ils sont partis tout en travers, laissant 2 grandes bandes noires de caoutchouc sur la piste. Ils sont déjà dans les hunaudières lorsque Jackie X s'élance seulement. Ouais. La 3e 917, elle est moins bien partie. Il s'agit de la numéro 10 appartenant à John Wolf. John n'est certes pas un pilote pro, mais ce n'est pas non plus un débutant, c'est un gentleman driver chevronné. Son coéquipier initial, Dolby Martland, lui, il a jeté l'éponge avant même le départ de l'épreuve. Lors des essais, il a fait une sortie de piste à Mulsanne, il a jugé que la 917 était trop compliquée à conduire pour des gentleman drivers. L'usine Porsche délègue donc auprès de John Wolf l'un de ses pilotes officiels, Herbert Linge, et elle conseille à John Wolf de laisser à celui-ci le soin de prendre le départ. Mais bon, on peut comprendre John Wolf aussi, il s'est payé un formidable joujou, il a envie de prendre le départ des 24 heures à bord de la 917. Et c'est bien ce qu'il fait, mais bon, il éprouve quelques difficultés à élancer son flat 12, donc il ne s'élance pas du tout dans les premiers, loin de là. Mais lors du premier tour, il commence à remonter. Sauf que lorsqu'il arrive à Maison Blanche, c'est le drame. À la sortie de Maison Blanche, sa 917 va mordre un peu sur le bas-côté à droite de la courbe. John Wolf perd le contrôle de sa 917, qui va dès lors taper violemment à gauche. Elle est renvoyée à droite de la piste, où elle tape encore violemment. La voiture est coupée en 2, elle explose instantanément puisqu'elle est chargée en essence. Et John Wolf, qui ne s'est pas sanglé, est éjecté de la 917. Il est tué sur le coup. Cet événement tragique vient de donner raison à Jackie X et il va signer la fin définitive du départ type Le Mans né en 1925. La CO a tout de même du mal à enterrer définitivement son départ en épi. Donc en 1970, et on le voit notamment dans le film de Steve McQueen, Le Mans, tourné justement en 1970, le départ est toujours donné à des voitures placées en épi, sauf que les pilotes sont déjà à bord et déjà sanglés. Déjà, premier problème, il faut placer plusieurs commissaires avec plusieurs drapeaux tricolores parce que tous les pilotes ne peuvent pas voir le starter officiel situé au tout début de la ligne droite des stands. Et problème, lorsque le drapeau tricolore s'abat, tous les pilotes sont déjà installés à bord de la voiture, ils n'ont plus qu'à appuyer sur le bouton pour démarrer le moteur, ils démarrent tous quasiment en même temps. Auparavant, qu'est-ce qu'il se passait? La course à pied générait des disparités déjà entre les divers pilotes, donc ils n'arrivaient pas tous au même moment à bord de leur voiture. Après, il y avait les difficultés pour s'installer à bord, qui n'étaient pas toutes les mêmes d'une voiture à l'autre. Le départ type Le Mans
créait naturellement des écarts qui faisaient que la piste n'était pas trop embouteillée. En 1970, c'est tout le contraire. Tout le monde part en même temps et c'est un peu le chantier. Donc dès 1971, on abandonne définitivement le départ en épine. Et on utilise ce que l'on appelle alors le départ type Indianapolis. Autrement dit, un départ lancé qui est toujours en vigueur de nos jours. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que finalement, ce départ type Le Mans n'aura vécu que le temps de 35 éditions. On a beaucoup plus vécu aujourd'hui de départs lancés que de départs type Le Mans. Pourtant, ce départ où les coureurs traversent la piste en courant reste ancré dans les mémoires et demeure un véritable symbole des 24 heures du Mans. Mais revenons à nos 24 heures du Mans 1969. L'accident de John Wolf a eu une conséquence imprévue. Il a complètement coupé le peloton en deux. Devant, on trouve les deux 917 ainsi que quelques Porsche 908. Derrière, on trouve le reste du peloton qui a été bloqué. Parmi eux se trouve aussi Jackie Ickx à bord de 1075. Sans aucune surprise, les deux Porsche 917 archi-dominent le reste du peloton. À la fin de la première heure, c'est la numéro 14 de Stomlen qui pointe en tête. Mais c'est déjà son chant du cygne. Le flat 12 perd de l'huile et la voiture se met déjà à fumer. L'agonie de la numéro 14 sera toutefois assez longue puisqu'elle tiendra dans cet état jusqu'à la 15e heure en recouvrant la piste d'huile au passage. Pendant ce temps-là, sur la numéro 12, Elford et Atwood, eux, ils la jouent plutôt cool. Ils ont un tel potentiel avec leur voiture qu'ils n'ont vraiment pas besoin de l'exploiter à fond pour dominer tout le monde. Et c'est bien ce qu'ils font. Ils dominent tranquillement. Et cela leur permet déjà, dans un premier temps, de sortir de la nuit sans encombre. Aux 3/4 de l'épreuve, la voiture est toujours là et elle compte 6 tours d'avance sur la concurrence. Donc, il y a vraiment de quoi la prendre tranquille. À 3 heures de l'arrivée, la 917 est toujours en course, mais le rythme commence à faiblir sérieusement. Ouais, il y a l'embrayage qui commence à dire ouais les gars, là, vous m'en avez demandé beaucoup avec ce flat 12, là j'en ai un petit peu ma claque, je vais arrêter là. Après 21 heures de balade Mansell, la 917 numéro 12 doit se retirer. Ses mécaniciens la poussent devant les stands pour la ramener au paddock, sous les applaudissements de la foule, qui ne s'attendait pas à une performance aussi longue de la toute nouvelle 917. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais il serait peut-être temps maintenant de s'occuper de la course de notre 1075 et de ses adversaires, parce qu'il n'y a pas de clé 917 dans cette course. Après son départ volontairement lent, Jackie Ickx pointe à la 15e place à la fin de la première heure. Quant à 1076, elle pointe à la 12e place. En fait, les deux GT40 ne vont désormais faire que remonter, lentement mais gentiment, au fur et à mesure que les autres concurrents connaissent des soucis. Et les soucis, chez Porsche, eh bien on en connaît déjà, même pour les 908. Seifert et Renman, le duo majeur de chez Porsche, avaient plutôt opté pour la 908 Spider que pour la 917. La 917, elle est trop jeune, laissez-nous l'ancienne. Ouais, ben pas de bol, avant même qu'on entre dans la soirée du samedi, la rupture d'une canalisation d'huile de boîte met un terme à leur course. Dans le clan des 908 coupés, c'est au tour de la numéro 64 d'être touchée vers 20h. Un roulement de roue fait défaut. Il faut donc changer le porte-mouilleux. Mais problème, et c'est assez croustillant, il n'y en a plus en stock. Il faut donc aller démonter celui du Spider numéro 20 qui vient d'abandonner pour le monter sur la numéro 64. Celle-ci perd 30 minutes dans l'histoire. 30 minutes. On en reparlera. Heureusement, les deux 908 numéro 22 et numéro 23, elles roulent sans encombre. À mi-course, elles sont derrière la 917. Mais Porsche ne va pas tarder à perdre la numéro 23, au volant de laquelle se trouve Udo Schutz. Le brouillard, comme c'était souvent le cas à l'époque, a envahi le circuit. Et Gérard Larousse, qui cravache comme un mort de faim pour rattraper le long retard accumulé par sa numéro 64, rattrape Udo Schutz sur la piste. Là, Udo se met bêtement la pression. Gérard a de nombreux tours de retard. Que risque-t-il à le laisser passer? Non. Il entre dans un duel avec son coéquipier. Étonnant. Après 4 tours avec la numéro 64 de Gérard Larousse accrochée à ses basques, il finit par commettre une erreur, et puis pas à n'importe quel endroit, dans la grande courbe des Hunaudières. Sa Porsche 908 va percuter les rails de droite et de gauche. Elle se désintègre. Lorsque sa voiture s'immobilise enfin, Udo Schutz défonce sa portière avec les pieds et court se mettre à l'abri dans la forêt. À ce moment-là, la 908 explose. En rentrant au stand, Udo prétendra avoir été touché par Gérard Larousse.
Mais jamais les mécaniciens ne trouveront la moindre trace de contact sur la 908 du Français. Totalement choqué par son accident et pensant avoir épuisé son capital chance, Udo Schutz met un terme à sa carrière. Mais il se lancera dans le yachting et il gagnera notamment l'Admiral's Cup en 1993. Respectable. Du côté de Matra, on fait une course très solide. On est dans le coup au milieu des Ford et des 908. Mais la 650, qui est le fer de lance, celle de Beltoise Courage, n'arrête pas de faire le yo-yo en fonction de ses arrêts hors programme. Ce qui fait que lorsque la 917 se retire définitivement, en toute théorie, c'est la 908 numéro 22 de Lindsay Kausen qui doit prendre le commandement. Ces deux pilotes faisaient le pari de la course sage, bien qu'ayant perdu le troisième rapport de boîte depuis le samedi soir. Mais au moment où la 917 connaît ses ennuis, le clan Porsche prend un véritable coup sur la tête. La numéro 22 s'arrête un tour seulement après son arrêt ravitaillement. Cette fois-ci, la boîte est définitivement HS. La 908 numéro 22 ne pourra pas suppléer la 917 défaillante. Et donc, qui retrouve-t-on en tête? Oui, 1075. Eh ouais. Les deux Jackie, X et Oliver ont ménagé 1075. Ils ont veillé à ne pas prendre plus de 6000 tours minute. Le V8 est en pleine forme. Dans le clan Porsche, il ne reste donc plus qu'un seul atout, c'est la 908 numéro 64. D'ailleurs, bizarre ce numéro, pourquoi 64 alors que toutes les 908 c'est 20, 22, 23. Eh bien tout simplement parce que cette 908-64 au départ ce n'est qu'un suppléant. Finalement, en dernière minute, on a décidé de l'intégrer. Gérard Larousse a un peu peiné lors des essais à bord de cette voiture qu'il découvrait. C'était la première fois qu'il pilotait une voiture aussi puissante et surtout aussi fine. Il a donc eu du mal à trouver la confiance. Mais en course, il a su trouver son rythme et avec Hermann, ils ont cravaché fort pour refaire leur retard. Mais au passage, ils ont beaucoup exigé de leur flat 8. Et celui-ci a perdu 400 tours minute par rapport au début de course. Au détriment évidemment de la vitesse terminale, point fort de la 908 dans les Hunaudières. Les inspections d'après-course indiqueront une perte de 10 chevaux. Ça reste marginal, mais bon, ça jouera son rôle. Au moment de l'abandon de la 917, Jackie Oliver a 3 minutes d'avance sur la 908. Mais chez Porsche, on ne va pas en rester là, évidemment, on décide de jouer son va-tout. À la sortie de Mulsanne, dans les stands de signalisation, on passe le panneau vert à Hermann. Rouge, ça veut dire moins vite. Vert, c'est plus vite. Hermann obtempère, il accélère encore. Hans se met à tourner en 3 minutes 39 au tour, 3 minutes 40. De son côté, Jackie Oliver est en 3 minutes 43. Lorsque Jackie s'arrête pour redonner le volant à Jackie, vous me suivez, il compte à peu près 2 minutes 50 secondes d'avance. David York donne alors l'ordre de changer les plaquettes de frein sur 1075 pour qu'elle puisse terminer la course et ce duel au mieux de ses possibilités. Évidemment, Jackie X y perd un avantage de temps considérable sur la 908, mais c'est un choix fondamental pour cette fin de course qui s'annonce. Côté Porsche, Hermann s'arrête à 11h27. En 47 secondes, on refait le plein et c'est Gérard Larousse qui se relance à moins de 10 secondes de la Ford de Jackie X. Gérard Larousse est déchaîné, il ne lâche rien et il remonte, et à la fin de son relais, il est revenu dans les roues de Jackie X. La Ford s'arrête pour son dernier ravitaillement à 12h36. Chez Wire, on fait le choix de laisser Jackie à bord de la GT40. Gérard Larousse s'arrête 6 minutes plus tard. Et chez Porsche, on fait le choix contraire. On change de pilote. On place l'homme expérimenté au nerf d'acier, Hans Hermann, à la place du jeune pilote fougueux, Gérard Larousse. Lorsque Hans Hermann se relance, il est dans les roues de Jackie X. La foule est en fusion. La dernière heure va être mythique. Mais ce que la foule et les observateurs ne peuvent qu'ignorer, c'est qu'en plus de devoir compter sur un flat 8 qui ne prend désormais plus que 7800 tours au lieu de 8200, Hans Hermann a, depuis le début de son relais, une grosse lampe rouge qui s'allume juste devant ses yeux sur son tableau de bord. Cette lampe rouge, elle signifie en théorie que Hans doit immédiatement s'arrêter parce que ses plaquettes de frein sont usées. Et oui, on les a changées sur 1075, mais pas sur la Porsche. Et Hans perd de la confiance dans son système de freinage. Bien évidemment, il ne peut pas s'arrêter. Il doit continuer, sinon la course est perdue. Mais il doit désormais composer avec une 908 qu'il pense en infériorité face à la GT40 au niveau du freinage. Imaginez-vous un peu le dilemme. Vous êtes à bord d'une voiture dont vous pensez qu'elle va moins bien freiner et vous devez mener une bataille qui doit vous amener à la victoire aux 24 heures du Mans.
De son côté, Jackie X, cette fois-ci, c'est terminé le tableau de marche. Il oublie les 6000 tours minutes, il demande le maximum à son V8. Il l'emmène jusqu'aux 6500 tours, c'est la victoire, sinon rien. Il améliore dans cette dernière heure, sur une piste maculée d'huile, le meilleur tour de sa propre voiture. Croyez-vous que Hans Herrmann soit lâché? Non, pas du tout. Il parvient à suivre, il s'accroche. En fait, durant cette dernière heure, les deux pilotes n'arrêtent pas de se dépasser sans jamais parvenir à lâcher son adversaire. Malgré son déficit de 400 tours minutes, Hans Herrmann dispose d'une 908 qui va encore plus vite dans les Hunaudières que la Ford. Mais il n'a plus confiance dans ses freins. De son côté, Jackie sait qu'il manque de Vmax par rapport à la Porsche, mais il sait aussi qu'il passe plus fort dans les grandes courbes, notamment celle de Maison Blanche. De plus, il a utilisé les 2 dernières heures de course comme répétition générale. Il sait exactement où et quand il peut déborder la 908 de manière irrémédiable. Ah oui, petit point aussi, les deux pilotes savent qu'ils vont être un petit peu limite en consommation, parce que là, ils tirent à fond. Mais c'est surtout la Ford qui s'est arrêtée la première pour ravitailler qui est inquiétée. 13h56, Jackie X entame le dernier tour en tête. Au tertre rouge, il est toujours devant, il attaque les Hunaudières devant Herrmann. Celui-ci se colle à la spie de la Ford. Il remonte, il déborde Jackie X, mais c'est trop tôt. Jackie X a le temps de se recoller derrière Hans Herrmann et de profiter à son tour de la spie pour le déborder avant la courbe des Hunaudières. À partir de là, c'est cuit pour Herrmann. Il n'a pas assez confiance dans ses freins avec sa grosse lampe rouge qu'il a devant les yeux. Il ne peut pas se lancer pour le piquer au freinage de Mulsanne. Et derrière, il y a trop de courbes rapides. La 908, il perd du temps face à la GT40. Il ne repassera pas. Sauf que, lorsque les deux pilotes franchissent la ligne d'arrivée, il n'est pas 14 heures. Il est 13h59 et 40 secondes. On n'a pas fini les 24 heures. En fait, il leur reste un nouveau tour à faire. Et là, Jackie a mal calculé son coup parce qu'il a dévoilé tout son plan à Hans Herrmann. Celui-ci sait ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, quand Jackie rentre à nouveau dans les Hunaudières en tête, cette fois-ci, Herrmann ne veut pas le passer. Or, Jackie ralentit. Et oui, il attaque les Hunaudières et il ralentit. Bizarre. En fait, Jackie ralentit de plus en plus. Il tente de faire croire à Hans Herrmann qu'il est en panne d'essence. Mais Herrmann se méfie, il n'y croit pas. Il reste derrière, il se cale derrière la Ford. Et puis d'un seul coup, il craque. Il décide de déborder Jackie, mais celui-ci n'est pas en panne. Il tombe à rapport et se colle autant qu'il peut dans la spie de la 908. Et son plan improvisé fonctionne. Il a le temps de prendre la spie et cette fois-ci à nouveau de repiquer Herrmann avant les courbes des Hunaudières. Jackie sait qu'il a gagné. Herrmann ne pourra plus le dépasser avant la fin du tour. Il reste une seule inconnue. Reste-t-il réellement assez d'essence à bord de 1075? C'est la seule chose qui peut priver les deux Jackie de la victoire. Et non, 1075 ne hoquettera pas. 1075 ira bien au bout, elle franchira la ligne d'arrivée avec environ 1 seconde d'avance sur la 908. Les documents officiels donnent une avance de 120 mètres. Mais oui, c'est de l'ordre de 1 seconde l'écart entre les deux voitures. Jackie X, Jackie Oliver, 1075 s'impose devant une foule tout acquise à leur cause. Et oui, contrairement aux années précédentes, cette fois-ci Ford face à Porsche, c'était un peu David face à Goliath, et dans ces cas-là, souvent on soutient David. C'est la fin de l'une des arrivées les plus mythiques des 24 heures du Mans, et 1075 se retire définitivement sur un double succès manceau. Voilà, c'est la fin de cette saga consacrée à cette fabuleuse auto qui était la Ford GT40 1075. Et la prochaine fois, on se retrouve pour parler d'autre chose. Qu'est-ce que j'ai prévu? Autre chose.